Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Les discours politiques volontairement dévalorisants contre les personnes inscrites à Pôle emploi et les prétendus assistés bénéficiant des prestations de la Caisse d'allocation familiale se traduisent en pratiques objectives au sein de ces deux institutions au cœur du système de solidarité nationale à la française. Des pratiques qui font souffrir et qui peuvent même pousser à envisager le pire. C'est cette réalité que le journaliste Selim Derkaoui, journaliste indépendant, documente dans une enquête publiée par Mediapart. Une enquête au titre assez clair. Leur fonctionnement absurde rend fou. Comment Pôle emploi et la CAF malmènent la santé mentale. C'est les combats de l'info. Salut, Selim. Salut. Je confonds avec mon collègue Gémile. Comment tu vas ? Très bien. Ton enquête pour Mediapart commence par l'histoire de Johan, 41 ans, qui a essayé de mettre fin à ses jours dans la nuit du 15 au 16 mars 2021. Bien entendu, le passage à l'acte suicidaire est toujours multifactoriel, mais il s'est décrit comme poussé à bout par Pôle emploi. Est-ce que tu peux nous raconter son histoire ? En fait, Johan avait été licencié auparavant. Il touchait une allocation chômage relativement faible de 800 €. Et à côté, il travaillait en parallèle de son chômage pour compléter. Et finalement, il a eu des problèmes avec Pôle emploi qui lui demandaient de rembourser des indus injustes et injustifiés, de ça de manière très répétée. Et ce qui a commencé à le mettre très mal à l'aise. Il s'est plaint auprès de Pôle emploi. Il a eu un ton un peu agressif et il a commencé à hausser le ton parce qu'il était vraiment pas content du tout, parce que ça fait plusieurs mois que ça traînait, et il devait rembourser des sommes injustifiées, très fortes. Il avait déjà pas très peu d'argent, et il a eu 2 plaintes de la part de la personne à l'accueil et de la direction, et c'est après qu'il a décidé de faire une tentative de suicide. Les pompiers et les policiers sont arrivés à ce moment-là, et finalement, au bout du compte, la directrice a supprimé l'indu. Elle s'est excusée aussi de cet acharnement qui a duré pendant plusieurs mois sur des remboursements injustes. Et finalement, Johan a décidé quand même de suspendre son compte Pôle emploi, parce que ça lui rappelait trop de mauvais souvenirs. Et voilà, donc le fait que la directrice déjà rétropédale, finalement... C'est un aveu, d'une certaine manière. C'est un aveu, exactement. On rappelle qu'il y a une ligne d'écoute souffrance et prévention du suicide au 31 14, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Dans l'enquête montre en tout cas qu'une histoire comme celle de Johan n'est pas isolée, mais participe d'un phénomène de fond qu'on peut élargir d'ailleurs à la caisse d'allocation familiale. Quelles sont les pratiques administratives qui participent à faire sombrer certains de nos compatriotes dans le désespoir ? D'une manière générale, c'est de faire en sorte que tu n'arrives pas à toucher tes droits. C'est te mettre des bâtons dans les roues systématiquement. Ça va être des courriers menaçants sans explication d'une somme à rembourser. Ça peut être des APL par exemple, ça peut être une allocation chômage. Ils vont dire par exemple sur le courrier en lettres capitales, vous nous devez telle somme, mais sans avoir rien demandé déjà au préalable. C'est des menaces comme ça persistantes, le fait de ne pas avoir un interlocuteur ou une interlocutrice au téléphone, de mettre des mois et des mois pour avoir quelqu'un, ne serait-ce qu'une réponse, pour justement juste toucher ses droits qui ne sont pas grand-chose. On parle de faible allocation chômage, entre 800 et 1000 € du fait d'avoir travaillé auparavant, donc c'est nos droits. Et le RSA, on parle en moyenne de 500-600 € par mois pour une femme avec, par exemple, son enfant. Donc c'est vraiment pas grand-chose déjà de base. La situation est déjà très difficile. Et c'est ce qu'on va appeler, en tout cas ce que disent les psychologues de Pôle emploi par exemple, les allocataires eux-mêmes, une violence institutionnelle. Une violence institutionnelle qui a des effets dans la vie quotidienne, parce qu'effectivement, si on vous enlève le peu que vous avez déjà, ça veut dire que vos enfants ne mangeront plus, que vos factures s'accumuleront, qu'une sorte de tourbillon psychologique vous en sert. Justement, ce qui est intéressant, c'est que moi j'étais parti du principe qu'effectivement, de base, la situation de précarité, que ce soit au chômage ou au RSA, est extrêmement difficile, et ça a déjà des conséquences sur la santé mentale et physique. Par exemple, il y a 14 000 personnes qui sont mortes dues au chômage, ça c'est des chiffres. On reviendra sur ces chiffres. Ouais. Et il y a à peu près un tiers des personnes au chômage qui ont déjà connu des situations de dépression très fortes. Pareil pour le RSA, c'est des chiffres un peu similaires. Et ça, c'est le constat initial. Moi, ce qui m'intéressait, c'était en quoi ces institutions-là favorisent ou même contribuent à dégrader cette santé qui est déjà fragile. C'est des personnes qui se retrouvent au chômage, c'est déjà une situation compliquée. Ça peut être un licenciement, ça peut être toute autre chose.
Et comment Pôle emploi, voilà, par ce matraquage et cette maltraitance institutionnelle, finalement favorise et contribue à dégrader cette santé. Comment ces deux institutions-là, finalement, parmi les 14 000 morts au chômage, a une part de responsabilité là-dedans. C'est pas juste le simple fait d'être pauvre. Au-delà de menacer de couper effectivement les allocations et les indemnités, il y a également une absurdité globale du suivi des demandeurs d'emploi. Pôle emploi qui se pose un peu comme un sauveur alors que l'institution n'a manifestement pas les moyens d'aider réellement les personnes au chômage, à sortir du chômage. Déjà, en fait, on part du constat de base, c'est qu'il y a environ 5 millions de personnes au chômage en France, un peu plus en comptant les catégories A, B, C, pour 600 000 emplois non pourvus. Donc déjà, la situation, elle est totalement absurde. Et les allocataires me le disent eux-mêmes, hein, c'est Pôle emploi vend du rêve, ces expressions comme ça qu'ils emploient eux-mêmes. Hein, déjà, de partir de ce constat-là, c'est une hypocrisie énorme. Pôle emploi vend du rêve pour mieux culpabiliser aussi d'une certaine manière. Culpabiliser, finalement, faire en sorte qu'on ne touche pas à nos droits, et que finalement, c'est de notre faute si on ne trouve pas de travail, c'est de notre faute si on est au chômage. Pôle emploi, il faut le voir un peu comme c'est lié à la CAF aussi, hein, parce qu'après le chômage, quand on a épuisé nos droits, soit on retrouve un travail, mais ce qui arrive pas vu qu'il n'y a pas de travail proposé, ou alors dans de très mauvaises conditions, ou alors c'est le RSA ou autre chose. Et en fait, Pôle emploi il faut l'imaginer comme une entreprise finalement, et que les allocataires, c'est un peu comme si c'était des salariés. Ils organisent le travail ou la recherche de travail. Et l'une des conditions pour recevoir ses droits ou son allocation, c'est de rechercher activement du travail. Mais il n'y en a pas, ou alors c'est des formations absurdes qui n'ont aucun rapport avec ce qu'on faisait avant. Et par exemple, c'est très important, c'est de se dire que finalement, être radié de Pôle emploi ou même de la CAF par exemple, être radié. Le gouvernement, sa politique, c'est vraiment de radier au maximum. Il y a des personnes qui travaillent à Pôle emploi qui expliquent qu'on a tabassé, c'est une expression pour dire qu'on a radié en masse. Être radié, c'est comme un licenciement. Il faut vraiment l'imaginer comme ça. C'est là on perd tous nos droits. Et ça vient après, c'est qu'en plus des personnes qui c'est pire qu'un licenciement, c'est le licenciement sans matelas. C'est ça, c'est exactement ça. C'est encore pire. C'est la chute dans le vide. Dans le vide, tout à fait. C'est ça. Alors... quelque part, tu sors ce chiffre, en fait, qui m'a fait tiquer. 10 000 à 14 000 morts par an seraient imputables au chômage, tu l'as dit. Alors, le contexte sont des chiffres sortis par l'INSERM en 2014 et qui ont été repris par le Conseil économique et social. Exactement. Ce sont des chiffres très peu connus, alors qu'ils sont très troublants, et d'accord. Mais comment se fait-il que ces chiffres soient aussi mal connus et que finalement, la mise à jour même des enquêtes soit pas faite ? Alors, oui, c'est une très bonne question. De toute façon, je pense que, comment dire, là, vous parlez de violence par rapport au gouvernement, comment il va stigmatiser des associations qui luttent pour le bien commun. Ils vont inverser le stigmate. La véritable violence, elle est chez eux. Eux sont responsables de la mort de gens ou de leur dépression tous les ans. Donc forcément, c'est pas des chiffres qu'ils vont mettre en avant. Médiatiquement, c'est encore autre chose. C'est vrai que ce chiffre-là, il est pas forcément. Pourtant, il date quand même d'un certain temps. Je pense que... En fait, ce chiffre, on devrait déjà le mettre à jour. Il devrait y avoir des enquêtes annuelles. Parce que je pense que et il devrait y avoir aussi quand même une évocation de ces chiffres quand il y a des discussions sur les changements à Pôle emploi, la création de France Travail, etc. Là, en plus, à mon avis, ça, il faudrait qu'il y ait des nouvelles études un peu plus récentes, mais avec le nombre de personnes en masse qui vont découvrir même Pôle emploi pour la première fois de leur vie, peut-être, la CAF aussi, c'est des chiffres qui sont, à mon sens en tout cas, amenés à être augmentés dans les années à venir, vu la situation globale. Cette violence, là, on a l'impression qu'elle est peu mise en avant médiatiquement. Je voudrais qu'on regarde ensemble un petit magnéto sur lequel je te propose de rebondir, Céline. D'accord. Qu'est-ce qui énerve les Français ? C'est la voisine de palier qui touche une allocation de mère isolée et il y a un loulou dans le circuit. C'est le frère qui utilise la carte vitale du gars assuré social alors que lui, il l'est pas parce qu'il est en situation irrégulière. C'est le ferraillou qui roule en Mercedes et qui touche le RSA. C'est ça qui énerve les gens beaucoup plus que la fraude fiscale. Alors, ça ne veut pas dire que j'excuse la fraude fiscale et sociale venant des employeurs, peut-être des professionnels de santé. Si on veut aussi, et Gabriel Attal a parfaitement raison, sauvegarder le modèle social, qui est en fait attaqué par deux visions contraires, c'est-à-dire ceux qui trouvent qu'on en fait trop et ceux qui trouvent qu'on n'en fait pas assez, je crois qu'il faut résoudre ce problème-là.
Alors là, on est au cœur des violences, de cette violence psychologique-là dont tu parles, de ces discours qui produisent des effets délétères, voire meurtriers, en toute méconnaissance. Alors, je pense qu'il y a une partie de méconnaissance, c'est clair, au niveau des chiffres, au niveau du vécu. Là, par exemple, suite à l'enquête, j'ai vu des centaines et des centaines de témoignages de gens qui disent « bah, moi j'ai vécu la même chose, c'est absurde, j'ai dû prendre des antidépresseurs ». Souvent, les gens sont contre. Hein. Ce qu'ils me disaient, c'est que ça dépolitise, ça psychologise, alors qu'ils savent très bien que c'est un problème fondamentalement politique qu'ils vivent. Mais par contre, les conséquences, oui, c'est ça. C'est des dépressions, c'est même des exactions de voix, des trucs très physiques. Je pense qu'il y a à la fois une méconnaissance, mais surtout, globalement, un mépris de classe énorme et un fantasme que la classe laborieuse comment dire, se tire entre elles, en fait, hein, pour mieux déresponsabiliser la bourgeoisie dont elle appartient, Madame Bachelot également. Il y a aussi des envies de contrôle, parce que quand elle parle d'une femme isolée qui serait enceinte, c'est quasiment vulgaire. Surtout que les situations de grande précarité, c'est les mères isolées. À la CAF et au RSA, elles sont un nombre très important. Il y a des problématiques psychologiques qui sont extrêmement fortes, et c'est pour un billet de 500 €. Je ne sais pas si elle a conscience, je pense que 500 € pour elle, c'est ce qu'elle va dépenser en une journée, mais c'est pour ça, en fait. Ou en un repas. Ou en un repas, exactement. Il y a des restos où ça va très haut, très vite. Alors, la peur du contrôle et de la suspension d'allocation semble être au cœur des souffrances mentales que tu décris. Or, c'est en quelque sorte là l'instrument de dressage privilégié du gouvernement. Ouais. Oui, pour maintenir, déjà, nous culpabiliser. Se déresponsabiliser, eux, de leur tort, de leur responsabilité directe. Et en tout cas, moi, quand j'ai interrogé aussi des psychologues de Pôle emploi, et il y en a une qui me racontait et qui me disait explicitement, peut-être qu'on ne me l'aurait pas dit il y a quelques années, mais vu que tout devient plus compliqué, qu'elle ne comprend pas pourquoi personne ne balance de parpaing sur les vitres de Pôle emploi et de la CAF. Une psychologue de Pôle emploi qui dit ça. Oui. Et ça, c'est quand même... là, on a passé un cap. Enfin, je pense qu'elle voit tellement la misère en face d'elle. Il faut se dire que c'est des institutions qui reçoivent encore beaucoup de public de partout. Quand ils peuvent, hein, parce que c'est pas partout le cas, mais en tout cas quand ils en reçoivent, et la plupart sont totalement démunis, elle en fait partie, mais effectivement, ses propos sont quand même extrêmement forts. Est-il possible de porter plainte contre Pôle emploi et contre la CAF quand on est l'objet de telles violences? Ça, c'est tout le problème, c'est que le droit des pauvres, il n'existe pas, c'est très compliqué d'accéder. Il faudrait faire un certificat, comment dire, quand on veut contester un indu ou quelque chose de très concret par rapport à Pôle emploi et la CAF, et que ça a atteint notre santé mentale ou physique, il faudrait faire un certificat médical pour pouvoir le prouver, en tout cas que le médecin fasse le lien entre les deux. Souvent, les médecins, ils font le lien. C'est arrivé pour une dame que j'avais eue, elle me dit que son état dépressif et son extinction de voix étaient liés directement, c'est ce que son médecin a dit, hein, a diagnostiqué. Voilà. Le problème étant que c'est des procédures extrêmement longues, on ne sait pas exactement à qui s'adresser, il n'y a pas forcément de juridiction qui soit spécialisée exactement contre ces institutions-là. Et moi, ce que je me demandais à la base, c'est, finalement, c'est comme des maladies professionnelles, on pourrait appeler ça des maladies institutionnelles, finalement. Là, il y a l'absence de prud'homme, finalement, pour pouvoir se défendre. Donc c'est... Après, on peut faire peut-être, je sais pas, mais ça, c'est une action collective aussi, ça peut faire jurisprudence. Ça, c'est... je le détaille un peu plus dans l'enquête, mais... Mais pour faire les actions collectives, il faut aussi être organisé. Or, le chômage isole. Voilà, oui, exactement. Il y a la CGT chômeur précaire qui existe, mais justement, c'est atomisé pour mieux régner. Hein. Ça, c'est la stratégie du gouvernement et des pouvoirs en place. Mais, je sais pas, je suis assez, pas optimiste, mais en tout cas, je me dis que plus on parle de choses qui nous concernent tous, ça sort de l'isolement. Moi, les personnes que j'ai eues après l'enquête, qui m'ont envoyé des messages, etc., ils m'ont dit, en fait, cette situation-là, je la vis, que ce soit dans le sud de la France, dans le nord, on est tous liés à ça. Donc les discours de Roselyne Bachelot en mode on est en concurrence entre nous, c'est totalement faux. Alors après, je ne sais pas si c'est su de sa part, ça m'intéresse finalement peu. C'est plutôt le discours qu'elle va avoir, plus que l'origine de son discours. C'est vraiment une totale méconnaissance. Au contraire, il y a beaucoup de solidarité entre les gens, de ce que j'observe depuis déjà plusieurs années. Parce que c'est pas que depuis cette enquête, d'ailleurs. Merci Selim Derkaoui. Et bien entendu, je conseille à tous celles et ceux qui nous écoutent de lire ton article en intégralité sur Mediapart. Je rappelle son titre, « Leur fonctionnement absurde rend fou, comment Pôle emploi et la CAF malmènent la santé mentale ». Merci à toutes et à tous d'avoir suivi notre Toujours Debout.